Bonjour et merci à vous de nous recevoir chez vous. Rencontre ici un nouveau numéro. Cette émission entretien hebdomadaire qui parle des faits de société, de politique chez nous au Togo. Et le sujet d'actualité, c'est la crise sociopolitique dans notre pays, avec cette feuille de route posée par la CEDEAO, la communauté ouest africaine, qui est donc poursuivie notre pays pour l'aider à sortir de sa crise. Et en semaine, le comité de suivi était donc à Lomé pour rencontrer les protagonistes de la crise politique au Togo pour voir là où on en est dans l'accomplissement de cette feuille de route. Quel résultat, quel bilan, que faut-il retenir de cette médiation de la CEDEAO et de cette rencontre avec le comité de suivi de cette feuille de route. Pour en discuter, Dr Georges Puissant est mon invité. Merci docteur, accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Merci. Mais avant d'entrer dans les détails dans le vif du sujet, d'abord votre parti politique Santé du Peuple. Comment se porte-t-il, votre parti, au moment de cette crise que traverse notre pays? D'accord. Merci, Monsieur Wilson, pour cette opportunité que vous nous offrez encore une fois de parler aux peuples togolais à travers vos ondes. Et c'est toujours avec plaisir que nous répondons donc à cette invitation. Le Parti Santé du Peuple se porte bien. Se porte bien. C'est vrai que depuis longtemps, il y a eu un passage à vide où le parti ne s'est pas fait particulièrement remarquer sur le terrain et dans les débats politiques. Il y a eu un petit retrait stratégique. Mais nous avons repris petit à petit les choses. Aujourd'hui, je crois que le Parti Santé du Peuple est sur le terrain, dans les débats, et on est beaucoup plus présent. Et je peux vous affirmer que dans les jours à venir, vous allez constater que le parti sera beaucoup plus présent d'abord sur le terrain, et ensuite dans les débats politiques, et dans tout ce qui concerne donc la manière de gérer ce pays. D'ailleurs, je vous annonce que la semaine prochaine, nous avons eu une tournée dans le cadre donc de notre politique de sensibilisation et d'information des populations. Nous avons une tournée que nous allons faire donc à la périphérie de Lomé. Nous irons donc à Zanguera, nous irons à Diaglé, nous irons à Détikopé, nous irons à Kogan, etc. Nous avons déjà prévu cela. À la rencontre de vos militants, c'est ça? À la rencontre de nos militants et à la rencontre de tout le peuple togolais. Parce que vous savez que nous sommes dans une période assez particulière. Nous avons traversé une année d'agitation politique. Et cela s'est soldé nécessairement par un résultat. Vous savez, les populations ont soif d'information. Il faut aller vers ces populations pour leur apporter les nouvelles. Donc, c'est dans ce but que nous y allons, pour parler d'abord de tout le cheminement que nous avons eu à faire jusqu'au 31 juillet, où la feuille de route de la CEDEAO a été mise donc, sur le tapis. Et leur parler également de cette feuille de route, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas grand-chose à cela. Il faut leur expliquer ce qui est dans cette feuille de route. C'était donc dans le but de notre déplacement sur le terrain. Il n'y avait pas encore l'arrivée du comité de suivi les 10 et 11 septembre dernier. Et nous avions envoyé cette note bien avant. Mais je crois maintenant qu'avec cette nouvelle donne, quand nous serons sur le terrain, il faudra nécessairement en parler. Donc, nous serons sur le terrain et je crois que le Parti Santé du Peuple sera beaucoup plus présent comme ça sur le terrain. Vous allez devoir le constater dans les jours à venir. Tout à fait. Et Santé du Peuple qui fait partie de la C14, la coalition des 14 partis d'opposition, et qui incarne la réalité de la lutte populaire chez nous au Togo. Oui. Le Parti Santé du Peuple, comme vous le dites, est membre de la coalition des 14 partis et nous avons participé pleinement donc, aux activités que la coalition a organisées jusqu'à présent. Et je crois qu'aujourd'hui,
il est arrivé le moment où nous devons nous asseoir pour faire un peu un bilan de tout ce que nous avons pu réussir à faire pendant tout ce temps. Donc, comme vous le dites, nous sommes membres de la coalition des 14 et nous ne répondons pas à l'affirmative. C'est ça. Et avec votre engagement total à accompagner cette coalition dans toutes les étapes qui sont en cours, justement en parlant de tout ce qui a été fait depuis le 31 juillet, vous l'avez dit, et la semaine qui s'achève avec cette rencontre avec le comité de suivi. Oui, nous sommes de membres de cette coalition à part entière. Et nous retrouvons pleinement dans cette coalition, nous retrouvons dans ce qui est fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint les résultats attendus. Et il n'est pas question pour un parti politique aujourd'hui de se dire que il peut réfléchir autrement par rapport à tout ce que nous avons dit. Il y avait une plateforme revendicative que nous avions et cette plateforme revendicative n'est pas encore satisfaite. Et il n'est pas question aujourd'hui de penser à autre chose. Le plus que de rester unis dans cette stratégie. Il est impératif que la coalition puisse rester unie, solidaire, jusqu'à la satisfaction totale de cette plateforme revendicative. Justement, docteur, c'est cette coalition qui a repris la lutte populaire depuis le 19 août de l'année dernière. Ça fait donc plus d'un an que ce mouvement de contestation d'une ampleur sans précédent. Avant, c'était circonscrit à Lomé 16 environ, mais on a remarqué que ça a étendu sur tout le territoire. Alors, un an après, quel bilan, quelle analyse, quels résultats concrets avez-vous obtenu au niveau de la coalition, bien sûr, après un an de parcours d'agitation sociale, vous l'avez remarqué dans votre introduction? Oui. Avant d'en arriver peut-être à l'essence même, ou bien à la substance même de ces résultats, j'aimerais quand même parler des choses périphériques. Vous-même, vous venez de citer un résultat positif à cette lutte. Vous avez dit qu'avant, c'était une lutte qui était circonscrite à Lomé. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une nouvelle dynamique populaire qui était née avec cette lutte-là. Avant, les manifestations étaient circonscrites à Lomé et même pas au plan national. Mais nous avons vu que depuis le 19 août, ce sont des manifestations qui ont eu une ampleur internationale, une dimension internationale, non seulement au Togo, mais dans tous les pays du monde où se trouve un Togolais. Il y avait donc des manifestations. La diaspora était très active. Et nous tenons encore à le dire ici, et à le marteler, que cette diaspora était très active dans cette lutte-là. Donc il y a cette nouvelle dynamique qui a été créée. Il y a également, au-delà de ça, il y a une synergie. Une synergie qui est créée, une double synergie même, je peux dire, parce qu'il y a ce lien-là qui est devenu plus solide. Le 19 août est apparu comme un ciment qui est venu consolider les partis politiques de l'opposition. C'est tout à fait inédit. Les partis politiques qui sont ensemble depuis plus d'1 an, généralement ça ne se passe pas comme ça. Quelque temps après, vous allez voir qu'il y a tel parti qui est sorti de la coalition, ou bien il y a tel parti qui n'est pas d'accord avec ceci. Même les désaccords, on les mettait au grand jour. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On a une coalition qui est assez solide pour faire face donc à toutes les difficultés. Mais ça, il y a également une synergie qui est créée, une alliance qui est créée entre cette opposition et le peuple. Vous avez vu tout ce que cela donnait, les manifestations, c'était sans précédent. Les gens sortaient massivement dans les rues étaient inondés complètement, étaient pratiquement inondés d'hommes. Et c'était quelque chose de particulièrement inédit dans l'histoire politique de notre pays. Au-delà de ça, je peux dire aussi qu'un aspect positif de cette lutte, c'est la ventilation internationale des réalités sociopolitiques de notre pays. Vous savez que, avec ce qui s'est passé, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un malaise sociopolitique, un malaise social profond dans notre pays.
Parce que même s'il y a des difficultés au plan politique, c'est toujours parce qu'il y a des... En dessous, il y a des difficultés, il y a beaucoup de difficultés sur le plan social. Donc il y a également cette ventilation des réalités sociopolitiques de notre pays qu'il faut également souligner. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette année a mis le Togo sur les rails diplomatiques. Je peux dire, le Togo a acquis une nouvelle dimension diplomatique avec tout ce qui s'est passé, la CEDEAO qui s'est mobilisée, on a désigné 2 facilitateurs pour suivre donc, les problèmes au Togo et essayer d'y apporter des solutions. Ça veut dire que c'est quand même assez sérieux et ça veut dire que la communauté internationale, ça veut dire que l'organisation sous-régionale a pris le problème à bras le corps, a compris que c'est un problème sérieux et il faut donc trouver des solutions adéquates à cela. Maintenant, au-delà de tous ces aspects que je peux appeler des aspects périphériques, on a quand même des résultats. Avec la feuille de route de la CEDEAO, on a dit qu'il faut recomposer la Cour constitutionnelle, c'est dit de façon claire que nous devons aller vers une recomposition de la Cour constitutionnelle. Il y a le vote de la diaspora qui doit être une chose effective maintenant avec la feuille de la route de la CEDEAO. Ce sont des résultats que nous avons engrangés. Il faut noter cela, c'est à l'actif donc, de cette lutte. Il y a d'autres choses aujourd'hui. On nous a promis donc l'assistance technique de la CEDEAO. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place pour suivre donc, le déroulement de cette feuille de route, la mise en œuvre de cette feuille de route. Ce sont autant de résultats que cette lutte a pu amener donc à l'opposition et à travers elle à tout le peuple togolais. Docteur, il y a aussi, on ne peut pas ne pas le souligner, l'impact économique de cette manifestation monstre. Il y a même des chiffres, je crois qu'on a donné des chiffres de 4 milliards de perdus pour le Togolais à cause justement de ces mouvements qui ont mis un ralenti. Il y avait une psychose chaque fois que la coalition annonce des manifs de rue. Oui, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas parler uniquement des aspects positifs. Il y a également des choses qu'il faut quand même regretter, même avant d'arriver à l'impact économique que cela a eu. Il ne faut pas oublier le bilan macabre que nous avons aujourd'hui. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui ont été blessés, les gens qui ont gardé des séquelles. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Ce sont des choses dont on ne peut pas se passer de parler. Il est aujourd'hui clair qu'on a connu des moments difficiles compte tenu des réactions de ceux qui sont en face, des réactions des forces de l'ordre. Vous avez vu que les résultats que nous avons ajoutés à cela, donc l'impact économique que cela a eu, mais je dirais tout simplement, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Bon, peut-être jusqu'à quand, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a de ces manifestations de rue, et à chaque période, on a comme l'impression qu'il y a un lieu d'espoir, puis après ça se dissipe, bon, on ne sait plus où vous nous menez là. Les forces politiques. Oui, effectivement. Non, c'est-à-dire que l'opposition fait ce qui est en son pouvoir et ce qu'elle a la possibilité de faire. Et elle va utiliser donc tous les moyens à sa disposition, les moyens légaux, tous les moyens légaux à sa disposition pour arriver donc à avoir des résultats concrets pour cette lutte qui a commencé. Nous ne perdons pas de vue que c'est des moments difficiles et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas réellement ce que nous attendions de cette lutte. Et même quand il y a eu la feuille de route de la CEDEAO et les lueurs d'espoir qui ont transparu à travers cela ne sont aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est en train de se dissiper, mais je crois que l'opposition a le devoir de faire en sorte que les résultats concrets, on puisse arriver à ces résultats concrets pour que les choses puissent avancer dans notre pays. Rencontre échange de vos numéros, nous parlons de la feuille de route, de la crise sociopolitique chez nous, comment en sortir. Dr Georges William Cresson de Santé du Peuple, un parti et membre de la coalition de la C14, est mon invité à cet effet. Justement, parlons de cette feuille de route. C'est une recommandation de la CEDEAO qui vous a été proposée, aussi bien
à vous, la C14, co-parti au pouvoir, le PT unir. Alors, à la sortie de cette réunion, de ce sommet des chefs d'État qui ont donc accouché à ces résolutions, quels étaient vos sentiments, vos appréciations par rapport au contenu? Avez-vous obtenu satisfaction, gain de cause? Quels sont les points forts et les points faibles du contenu de cette feuille de route? Non, je dirais qu'au sortir du 31 juillet, vous avez eu la réaction de la coalition. Qui a été quelque peu tardive, oui, qui a été, on a mis 24 heures qui a été quelque peu tardive, mais on a dû expliquer, nous avons dû nous expliquer à l'époque pourquoi donc il y a eu ce retard dans la réaction, mais je peux vous dire que nous avons parlé, nous avons dit concrètement ce que nous pensions donc de cette feuille de route. On avait dit que globalement il y avait les éléments essentiels, mais il y avait quelques insuffisances et quelques imprécisions. Et au terme de ces insuffisances, au terme des insuffisances à l'époque, nous avons noté d'abord, par exemple, si vous prenez le point 37A, la feuille de route parlait des manifestants, des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations, et qu'il faut accélérer la procédure judiciaire par rapport à ces personnes et envisager éventuellement des mesures additionnelles. Bon, nous sommes dit que c'était insuffisant parce qu'il n'y avait pas que des personnes arrêtées dans les cas des manifestations. Il y a d'autres qui sont arrêtées en lien avec les manifestations, mais pas directement au cours des manifestations, que ces personnes devaient être élargies également. Et nous avons parlé également du retour des réfugiés et des personnes déplacées. Et nous avons parlé également des localités qui étaient encore en état de siège, que ces localités puissent retrouver le cours normal des choses. Si vous prenez par exemple le point 37D, on avait parlé de la révision du fichier électoral, et sans parler du découpage électoral. Nous avons ajouté que c'était nécessaire que nous allions donc à un découpage électoral beaucoup plus équilibré, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, donc dans certaines localités, on peut se faire élire par 10 000 voix, tandis que de l'autre côté, on va se faire élire avec 70 000 voix, voire 100 000 voix. Il n'y avait pas d'équilibre. Il faut également aller vers donc, un découpage électoral. Si vous prenez le point 38, on avait parlé du mode de scrutin à deux tours pour les élections, pour l'élection présidentielle. Et on n'en avait rien dit par rapport aux élections législatives. Nous avons dit que c'était une insuffisance. Il fallait parler également des élections législatives à ce niveau-là. Pour les imprécisions, par exemple, on a parlé de la limitation du mandat à 2, sans dire clairement si le chef de l'État actuel devait être encore candidat en 2020 ou pas. On a parlé... Est-ce que cela relevait de la compétence de la CEDEAO de situer, de limiter? Est-ce que ce n'est pas une question interne? Non, vous savez, et ce sont des problèmes qui devaient être réglés par les Togolais. En principe, qui devaient être réglés par les Togolais eux-mêmes, à travers des discussions ce sont des problèmes auxquels nous pouvons trouver des solutions. Mais étant entendu qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre dans cette logique-là, parce qu'il y a une crise de confiance très prononcée. Nous avons demandé que pour des mesures d'apaisement et de confiance, que les personnes arrêtées soient libérées, ça n'a pas été fait. Donc cette crise de confiance fait qu'à un moment donné, il était pratiquement impossible que les acteurs se parlent directement entre eux. Et c'est pour cela que nous avons jugé nécessaire l'arrivée de la CEDEAO pour venir nous aider donc à aller vers ces solutions. Donc il n'était pas superflu. Alors, donc nous parlons de ces points forts et de ces insuffisances de la feuille de route, notamment en ce qui concerne la question de la limitation de mandat. Pensez-vous que ce soit du ressort de la CEDEAO d'insister là-dessus dans cette feuille de route? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Et parce qu'à un moment donné, il était difficile pour les acteurs de se mettre ensemble, de discuter, compte tenu de la crise de confiance que vous connaissez. Nous avons demandé que il y ait des mesures d'apaisement et de confiance, c'est-à-dire la libération des personnes arrêtées aurait pu résoudre un peu, dissiper un peu cette crise de confiance, mais cela n'a pas été fait. Ça fait que cette crise de confiance est encore intacte aujourd'hui. Donc, à partir de là, c'est clair que les principaux acteurs ne peuvent pas s'asseoir et discuter. C'est
à travers cela, mais à la suite de cela, que nous avons été obligés d'aller vers la CEDEAO. C'est vrai que ce n'est pas l'opposition qui allait vers la CEDEAO, mais nous avons accepté volontiers la médiation de la CEDEAO parce qu'on avait compris que le dialogue était important, mais un dialogue direct était pratiquement impossible. Il fallait trouver un médiateur. Nous avons souscrit tout simplement à cela parce que nous avons estimé que c'était quelque chose de bien pour nous. Donc si nous sommes allés vers cela, c'est que nous comptons que toutes nos revendications, tout ce qui se trouvait dans notre plateforme revendicative pourrait trouver satisfaction avec la CEDEAO. Alors, c'est pas exagéré, toutes ces revendications, vous devez aussi donner, n'est-ce pas, accepter certains points qui ne soient pas forcément à votre actif. Non, mais pensez-vous que nous n'avons pas fait de concessions avec ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons fait de concessions. Au départ, nous parlions du retour intégral à la C92. Aujourd'hui, nous avons accepté que l'on puisse venir aux 5 éléments principaux de cette constitution de 1992, notamment la recomposition de la Cour constitutionnelle, la limitation de mandat, le mode de scrutin, le mode de désignation, les prérogatives du Premier ministre, les conditions d'éligibilité du président de la République. Donc nous avons accepté détacher cela de la Constitution de 92. C'est une concession que nous avons quand même dû faire. Et donc, il ne faut pas dire aujourd'hui que c'est trop demandé. Maintenant, pour ce qui concerne l'impossibilité pour le chef de l'État de se présenter en 2020, je ne trouve pas ce qu'il y a d'exagéré donc à cette demande, à partir du moment où tout le monde sait aujourd'hui que le chef de l'État a déjà fait 3 mandats, et c'est lui-même qui a dit dans une interview que pour que la démocratie puisse avancer en Afrique, il faut que les mandats soient limités à 2 ou à 3. Donc je ne vois pas ce qu'il y a d'exagéré là-dessus. Non, mais ça, on peut le laisser comme étant une question personnelle, une décision personnelle et de son parti d'en décider, comme ça s'est passé en RDC où au moins un dauphin a été désigné. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous à partir du moment où vous savez que dans la constitution originelle de 1992, il était dit dedans qu'en aucun cas nul ne peut faire plus de demandes. Ce n'est plus cette constitution qui est en vigueur. Ce n'est pas cette constitution qui est en vigueur, certes, mais le chef de l'État actuel n'est pas totalement étranger à cette modification. Il était quand même dans les sérails du pouvoir quand donc, il y a eu cette modification-là. Donc nous avons demandé qu'on retourne donc, à cette constitution pour que le chef de l'État ne puisse briguer un 4e mandat. Nous ne trouvons pas ce qu'il y a d'exagéré dans cette demande-là. C'est ça. Votre préoccupation depuis que cette feuille de route a été confiée aux 2 protagonistes, il n'y a pas eu tellement d'avancées, d'où la nécessité pour le comité de suivi d'être présent à Lomé la semaine qui s'achève. Alors, comment a été cette réunion? Parce que, en quoi la réaction de la C14, c'est à quoi qu'il n'y a pas eu d'avancée notable suite à cette présence du comité de suivi. Oui, mais évidemment, pour nous, depuis le 31 juillet, il n'y a pas eu d'avancée. Vous savez que la CENI a commencé par travailler et depuis donc, la sortie de cette feuille de route. On a demandé donc à la C14 d'envoyer des noms pour occuper les 4 places restantes au sein de la CENI, ce qui n'a pas été fait parce que nous n'étions pas d'accord d'envoyer des noms. On est pour la recomposition complète donc de cette CENI. Nous avons fait notre proposition. Donc, il faut reprendre à la base la recomposition. Il faut reprendre la recomposition. Nous avons parlé de 8 pour l'opposition, 8 pour le parti au pouvoir et puis une personnalité neutre, consensuelle qui va diriger la CENI. Donc c'est cette proposition que nous avons. Et la société civile, vous ne faites pas... Oui, ce n'est pas exclusif. Oui, c'est-à-dire que les 8 partis qui doivent revenir à l'opposition, qu'on donne ça à l'opposition, l'opposition saura comment faire pour rester dans le cadre tracé par le code électoral. Donc il n'y a pas quelque chose d'incompréhensible à ce que nous avons demandé. Oui, toute l'opposition n'est pas représentée au Parlement, par exemple. Il y a des partis extra-parlementaires, comme ça du peuple, par exemple. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Mais nous disons
que les 8 là, on n'a qu'à donner ça à l'opposition. L'opposition va s'organiser en son sein pour savoir comment dispatcher ces 8 là. Ça c'est un problème interne à la coalition. Et le point de blocage demeure justement la CENI qui n'est toujours pas recomposée. Oui, donc nous ne sommes pas d'accord avec cette CENI qui a commencé par travailler sans l'opposition, avec 13 membres qui ont commencé par travailler. Nous n'étions pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord parce que nous avons estimé nous estimons, comme on le dit, qu'il faut recomposer donc cette CENI. Et en plus, il y avait un chronogramme. On avait dit au sortir donc de 31 juillet que au retour du comité de suivi, qu'il y aura un chronogramme qui sera mis sur pied, ce chronogramme que nous allons suivre pour mettre en œuvre toute la feuille de route de la CEDEAO. Donc il était normal que nous attendions donc la mise en place de ce chronogramme-là pour savoir ce qu'on fait réellement. Il y avait un début, c'était le 31 juillet, il y a une fin supposée, c'est le 20 décembre, mais tout ce qui va se passer entre le 31 juillet, le calendrier, le chronogramme entre le 31 juillet et le 20 décembre, on ne l'a pas. Donc ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, donc nous attendions cela et c'est pour cela que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas également entrer dans la CENI. Il faut recomposer cette CENI, mais il faut également savoir là où nous allons, donc avec cette feuille de route-là, comment mettre ça en œuvre. Docteur, le problème c'est qu'on ne peut pas tout le temps attendre parce qu'il y a un délai, il y a une échéance qu'il faut respecter. Alors s'il faut attendre qu'un chronogramme soit d'abord proposé avant de mettre en branle la machine électorale, vous ne pensez pas qu'on risque d'aller au-delà du délai imparti par la médiation ouest-africaine? Ce n'est pas nous qui avons inventé le chronogramme. Ce n'est pas nous qui avons parlé du chronogramme. C'est la CEDEAO qui a dit que le comité de suivi va revenir et il y aura un chronogramme qui sera arrêté. Donc et c'est souvent ce chronogramme-là que nous allons évoluer vers le 20 décembre. Donc nous n'avons rien inventé. C'est tout à fait normal que nous attendions. Donc pour vous, il faut que le chronogramme soit d'abord donné avant de marcher. Oui, mais comment est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Comment est-ce que nous pouvons avoir une feuille de route? Normalement, une feuille de route, c'est-à-dire que dans la feuille de route, même le chronogramme doit être là, intégré directement. Dans une feuille de route, il y a directement le chronogramme. Mais le chronogramme n'est pas donné, mais on nous a dit qu'on va revenir pour donner le chronogramme. C'est tout à fait normal que nous attendions ce chronogramme. Tout le problème, c'est que quand le comité de suivi est parti, le comité a pris trop de temps pour revenir. Ça fait 1 mois et demi que le comité est parti. C'est 1 mois et demi après qu'il est revenu et sans toujours ce chronogramme-là. C'est ça qui pose le problème aujourd'hui. La proposition d'envoi d'experts électoraux, est-ce que ça ne peut pas corriger ce manquement de la recomposition de la CENI? La proposition d'envoi d'experts électoraux ne peut corriger cela qu'en partie. En partie parce que, premièrement, la base, c'est la CENI. Quand vous avez la base qui pose problème, parce que les experts électoraux ne viendront que pour superviser, pour voir ce qui est déjà fait, pour auditer le fichier, etc., qui sera déjà mis en place par la CENI qui est là. Et quand la CENI, au départ, est déséquilibrée, cela pose un problème. Parce que dans les conditions de fonctionnement, parce que le point concernant la CENI, le point 38D, parle justement de fonctionnement effectif de la CENI. Et un fonctionnement effectif suppose qu'il y a la base sur laquelle cet organe fonctionne, c'est-à-dire la base de l'autonomie, la base de l'indépendance. Or, nous supposons aujourd'hui que, étant une CENI empiétée, donc des membres de l'opposition, cette CENI ne peut pas fonctionner sur une base indépendante. Il y a d'abord ce problème-là. Et il y a maintenant le fonctionnement même de cette CENI qui pose problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors si jamais ces conditions que vous exigez ne sont pas réunies? Ça veut dire que la C14 ne prendra jamais sa place au sein de la CENI? Non, vous savez, nous continuons par croire que les problèmes seront résolus. Les problèmes seront résolus parce que on est tous d'accord que cette CENI est déséquilibrée. Et puis si vous suivez l'émissaire guinéen dans un entretien la dernière fois à Canal FM, il a bien parlé de la recomposition de la CENI. Donc je crois qu'ils ont pris, tout le monde a pris la mesure réelle de la chose aujourd'hui, les enjeux que nous avons devant nous. Et aujourd'hui, il n'est plus question que
on tergiverse donc sur cet aspect de la chose. Il a dit qu'il y aura une recomposition de la CENI, donc nous attendons vivement qu'il y ait cette recomposition de la CENI donc, dans les jours à venir. Oui, la présidente de la coalition a parlé de retour dans les rues, il faut se préparer pour des prochaines manifestations. Est-ce vrai? Est-ce que c'est toujours la solution avec tout ce qu'on a connu, hein, autant fort de ces mobilisations monstres dans les rues de Lomé, des villes de l'intérieur du pays? Oui, on a parlé des manifestations. On a parlé des manifestations. Vous savez que ça fait plusieurs mois que l'opposition n'a plus manifesté et les populations même ont reproché cela, hein, et continuent de reprocher cela à l'opposition. Moi j'ai l'habitude de dire que les manifestations, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Et les manifestations deviennent une nécessité à un moment donné. Si aujourd'hui on nous a demandé de rejoindre la CENI dans ces conditions, alors que nous savons que dans ces conditions on ne peut pas avoir une CENI qui va évoluer, hein, de façon équitable et de façon transparente, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre solution pour la coalition que d'aller, de retourner vers les populations qui lui ont donné mandat pour parler en son nom, de retourner vers ces populations et de dire à ces populations, voilà le problème que j'ai et vous voyez ce que vous pouvez faire par rapport à cela. Donc il y a donc ces manifestations pacifiques qui sont encore en vue, que l'opposition projette d'organiser. Et je crois que l'opposition a beaucoup patienté. Certes, on pourra dire qu'avec l'annonce, hein, de l'arrivée très prochaine, oui, du 20 septembre, voilà, des chefs d'État, des facilitateurs eux-mêmes, et que bon, est-ce qu'il ne serait pas bon que l'opposition attende au moins pour voir l'arrivée des chefs d'État avant d'organiser des manifestations? C'est vrai, mais si vous voyez également de notre côté, je crois que l'opposition a laissé, hein, les manifestations il y a quand même plusieurs semaines, voire des mois, et ce n'est pas trop précipité, hein, d'aller donc de penser encore à manifester, à retourner dans les rues. Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à la mobilisation des populations, hein? Parce que le processus électoral est enclenché, l'État est une continuité, est une suite. On ne va pas tout le temps s'arrêter, n'est-ce pas, aux besoins des uns et des autres avant de démarrer la machine. Est-ce que le mieux aussi ne serait pas d'encourager vos militants à aller s'inscrire sur les listes électorales de sorte qu'au mois venu vous soyez prêts pour ne pas être pris de court, hein, par cette machine électorale? Oui, mais avec quel fichier électoral? Avec quel découpage électoral? On va aller aujourd'hui mobiliser les populations. On va leur dire, bon, allez vous inscrire. Mais avec quel découpage électoral? Avec quel découpage électoral? Vous connaissez le nombre de sièges que nous avons à Lomé, avec à peu près 2 millions de population, ce qu'on a dans le plateau. Par exemple, avec 1,7 million habitants. Donc il y a tout ce déséquilibre-là qu'il faut quand même corriger. Ce découpage est complètement unique. On ne peut pas retourner avec cela. Vous savez que l'opposition, en termes de voix, avait dépassé UNI aux dernières législatives, mais UNI a eu 62 députés contre ce que vous connaissez pour l'opposition. Donc ce n'est pas possible aujourd'hui de dire qu'il faut aller à des élections dans ces conditions-là. Il y a le fichier électoral. Il faut refaire un recensement en bonne et due forme, un recensement qui est simultané, national et biométrique intégral sur toute l'étendue du territoire national pour permettre quand même d'avoir un fichier fiable pour ces élections qui vont venir. Il y a tout cela à faire. On ne peut pas aujourd'hui dire tout simplement il vaut mieux aller vers les populations. C'est vrai que la logique du boycott, elle n'est pas une bonne logique en termes politiques, mais une autre question se pose, aller à ces élections pour revenir aussi avec quels résultats, quand on connaît le découpage que nous avons, quand on connaît le fichier électoral que nous avons. C'est la question, la grande question à laquelle il faut répondre. Et malheureusement, tout le monde quand ça chemine vers ce boycott, si jamais le régime EPT-UNIR reste dans cette
dans sa logique d'aller à tout prix à ces élections. Et si vous aussi à la coalition, vous n'adhérez pas à cette idée, ben, alors qu'allez-vous faire? Non, nous ne pensons pas qu'il y aura boycott. Parce que nous ne pensons pas, justement, qu'on ne pourra pas avoir les moyens de faire les réformes comme cela se doit avant le 31, avant le 20 décembre. Nous pensons et nous continuons par penser que on trouvera les moyens pour faire les réformes. Les réformes seront faites avant l'organisation des législatives. Je commence par être de plus en plus dubitatif par rapport à cette date du 20 décembre. C'est vrai que depuis lors, j'avais pris l'habitude de dire que si au soir du 19 décembre, les conditions sont réunies, on participera. Mais aujourd'hui, je continue de moins en moins par croire. Donc, en cette date-là, du 20 décembre, je ne crois pas du tout que les élections pourront avoir lieu le 20 décembre. Mais il y aura les réformes nécessaires, comme je vous l'ai dit. Il y a l'émissaire guinéen qui a dit qu'il y aura une recomposition de la CENI. Tout cela sera fait avec l'arrivée des chefs d'État pour que nous puissions aller vers des élections transparentes, respectant les normes et les standards internationaux. Toujours dans cette unité d'action de synergie au sein de la C14. Bon, ça c'est une autre question. C'est ça. Oui. C'est une autre question. Et vous savez, il y a beaucoup d'écoles par rapport à cela. Et nous avons eu égard à tout ce que nous avons connu du point de vue électoral, ce que je vous ai dit, parce que nous avons des élections jusque-là proportionnelles. Nous sommes en train de réclamer des élections à 2 tours. On pense quand même qu'on va l'avoir. Nous continuons pas à croire que par rapport aux résultats passés, il est bon pour l'opposition d'aller à ces élections avec des candidatures uniques, c'est-à-dire une coalition, de faire une coalition électorale pour aborder donc ces élections-là. Mais vous savez que depuis quelques jours, il y a certains de nos amis qui ont dit qu'ils vont aller à ces élections en solitaire. Nous ne sommes pas contre. De la coalition? Oui, oui. Nous ne sommes pas contre parce qu'il n'y a aucune règle interne à la coalition qui les oblige au contraire, qui les oblige à faire le contraire, à aller dans le sens inverse. Nous n'avons établi aucune règle qui oblige à rester dans une coalition électorale. Donc à partir de cet instant-là, il est loisible à tout parti politique qui veut faire cavalier seul de le faire. Mais nous pensons qu'une coalition électorale arrangerait mieux l'opposition si nous nous fions au résultat qu'on a eu par exemple dans le Zior, dans le Vaud. Dans le Vaud, par exemple, l'opposition avait eu 18 000 voix. Et la coalition arc-en-ciel avait eu 18 000 voix. Le CST avait eu 18 000 voix avec un député, l'autre côté un député, et également unir avec 11 000 voix, un député. Alors que si les deux étaient ensemble, ça ferait 36 000 voix à l'opposition qui prendrait tous les 3 sièges. Vous comprenez un peu. Donc nous pensons qu'avec ces éléments-là, c'est mieux d'aller à ces élections avec une coalition donc électorale avec des listes communes. Mais ceci étant dit, il est libre à chaque parti politique est libre de décider comme il le souhaite. Moi, ce que j'ai pris l'habitude de dire, c'est tout simplement que pour quand même qu'on reste dans une coalition, pour que cela puisse arranger tout le monde et que les gens ne soient pas obligés de dire peut-être que nous allons, les gens vont partager peut-être les sièges indûment avec nous, des comme ça. Et il faut qu'il y ait 2 principes que nous devons tous respecter, c'est qu'il faut éviter l'opportunisme politique et qu'il faut avoir un minimum de sens de partage. C'est ce que nous avons pris l'habitude de dire. Bon, maintenant, depuis hier, j'étais par exemple hier avec Dadede qui me faisait comprendre que Maître Sajavon a dit quelque part que quel que soit le mode de scrutin pour les législatives, c'est mieux d'y aller seul. Je n'ai pas encore rencontré Maître Ajavon, pour lui poser la question, pour que j'ai des explications par rapport à cela. Mais moi, je dis,
tout ce qui peut arranger l'opposition, nous nous inscrivons dedans. C'est ça. Que si on démontre que c'est la coalition électorale qui va arranger l'opposition, nous sommes dedans. Si on démontre que non, la coalition électorale ne peut pas arranger l'opposition, ça va plutôt défavoriser l'opposition, nous sommes également dedans. Tout ce qui peut arranger l'opposition, c'est cela qu'il faut faire, parce qu'il faut que l'opposition ait le maximum de voix à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une question de santé du peuple, non, ça ne nous dit absolument rien. Qu'on soit à l'Assemblée, qu'on ne soit pas à l'Assemblée, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que l'opposition puisse avoir la majorité dans l'Assemblée qui va venir pour que nous puissions changer substantiellement les choses dans ce pays. Oui, mais puisque quelqu'un me l'a dit sur mon plateau ici, que quand on détient l'Assemblée, on détient tous les rênes et les clés du pouvoir. Oui, mais c'est l'Assemblée qui est tout. Le pouvoir, c'est l'Assemblée. Tout ce que vous allez faire, ça passe par l'Assemblée. Vous-même, vous avez vu, et vous avez vu comment les membres de l'opposition qui sont à l'Assemblée se sont donnés pendant cette législature. Ils se sont donnés corps et âme, ils se sont battus. Mais avec quel résultat? Pratiquement pas grand-chose. Parce qu'à chaque instant, UNIR oppose sa majorité mécanique. UNIR oppose sa majorité mécanique. Donc il faut qu'on trouve les moyens d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une question de parti, ce n'est pas une question de personne. Il faut que l'opposition ait la majorité à l'Assemblée nationale. Là, dans les 5 ans à venir, on va substantiellement changer les choses dans ce pays. Et c'est cela qui fait dire à certains que les réformes ne peuvent pas marcher quand on veut les faire au niveau de l'Assemblée. Oui, bon, aujourd'hui... Dans l'état actuel, dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Oui, mais ça peut également être possible, puisque nous disons, nous ne continuons pas à dire que les réformes doivent se faire à l'Assemblée. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la voie référendaire. Nous ne sommes pas d'accord avec la voie référendaire. Nous disons que les réformes doivent se faire à l'Assemblée. Et d'ailleurs, au niveau de la coalition, nous sommes en train de préparer donc une proposition, de réfléchir à une proposition de loi. Il paraît qu'au niveau du parti au pouvoir, on est également en train de réfléchir à un projet de loi. Et au niveau du gouvernement, on est en train de réfléchir à un projet de loi. Vivement que tous ces éléments puissent arriver à l'Assemblée et pour que nous allions à ces réformes-là. Mais nous aimerions que ce soit des tests consensuels qu'on envoie à l'Assemblée. Ce sont des tests dont on discute. On l'avait déjà essayé une fois. Voilà, ce sont des tests dont on l'avait déjà essayé une fois. C'est pour cela que nous demandons que ce soit des tests consensuels. Il faut que la CEDEAO puisse nous aider à avoir des tests consensuels que nous allons envoyer à l'Assemblée nationale pour que là-bas, cela ne souffre plus de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, que les tests soient rapidement votés pour que nous puissions évoluer. C'est ça. Alors, au-delà de l'échéance du 20 décembre, qu'est-ce qui peut se passer? Si jamais, comme vous le dites, que vous êtes de plus en plus dubitatif par rapport à cette date du 20 décembre? Non, je suis dubitatif par rapport à la date du 20 décembre, mais pas par rapport à l'évolution de la chose politique dans notre pays. Par rapport à l'évolution de la chose politique, par rapport aux réformes, par rapport au lendemain meilleur au plan politique pour ce pays, je ne suis pas dubitatif. Je suis pessimiste et je suis optimiste. Oui. Je suis optimiste. Mais par rapport à la date du 20 décembre, je me dis, matériellement, ce n'est pas tenable. Matériellement, ce n'est pas tenable. Et là... Et la médiation en tiendra compte, n'est-ce pas? La médiation doit en tenir compte. Vous savez que c'est vrai que cette date a été fixée, mais les facilitateurs ont conscience aujourd'hui qu'ils sont partis depuis un moment, ils n'ont pas eu le temps de revenir ici, avec tout ce qu'on a connu également au Ghana. En partant d'ici, c'est sûr que Nana Akufo-Addo n'avait pas prévu la mort de Kofi Annan. En partant d'ici, peut-être qu'on n'avait pas prévu l'arrivée d'Angela Merkel au Ghana. On avait peut-être un peu oublié le déplacement en Chine pour la conférence, tout ça. Donc aujourd'hui, on doit se rendre compte qu'il y a quand même des événements qui ont fait que les choses n'ont pas évolué comme elles devaient l'être et qu'il faut trouver les moyens de revoir cette date-là. Nous ne disons pas que c'était une date indicative au départ, mais aujourd'hui, il est clair que cette date, même s'il ne l'était pas au départ, doit pouvoir devenir une date indicative. Raison pour laquelle il faut que les Togolais même arrivent à s'entendre, puisque les chefs d'État médiateurs ont aussi leur calendrier, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont le problème interne, puisque la solution, ça doit venir des Togolais même d'abord. Oui, ce serait une bonne chose que les Togolais puissent s'entendre. Mais si, depuis, ne serait-ce que les mesures d'apaisement que nous demandons, on n'est pas arrivé à donc satisfaire, ne serait-ce que ça. C'est parce que ce sont des éléments
qui n'entament pas le pouvoir. Ce sont des éléments qui ne touchent pas à l'essence du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Libérer des gens, ça ne va déranger en rien le pouvoir qu'on a dans ses mains. Si par exemple on tergiverse sur les réformes à faire, parce qu'on se dit, si on fait ces réformes-là, ça peut bousculer le pouvoir, ça peut faire qu'on peut perdre le pouvoir. Bon, mais pour des choses qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, on ne veut pas le faire. Cela ne crée pas une confiance. On aurait bien aimé discuter directement entre Togolais, nous asseoir et discuter directement. Mais les conditions sont telles aujourd'hui que c'est difficile d'avoir cela quand les mesures, les toutes premières mesures que nous pouvons appeler les mesures d'apaisement, il est même difficile de les avoir. Alors, docteur, ce débat tire à sa fin. Alors, soyons un peu dans l'imaginaire. Alors, finalement, à votre avis, après réflexion, quel serait le schéma concret de sortie de crise si on voulait demander aux santé du peuple? Non, je crois que le chemin de sortie de crise, il est simple. Les chefs d'État vont arriver dans les jours à venir et ils vont arriver et on va mettre devant eux les doléances que nous avons et nous continuons par être certains qu'ils trouveront donc les moyens de faire comprendre, par exemple, au parti au pouvoir que la CENI doit être recomposée. Et je pense qu'ils sont déjà même dans cette logique-là. Ils sont déjà dans cette logique avec la déclaration de l'émissaire guinéen. Et si on a donc cette recomposition de la CENI, les choses vont reprendre de façon beaucoup plus claire, donc sur des bases beaucoup plus saines, pour que progressivement nous puissions résoudre tous les problèmes qui viendront après. Il y aura donc après cela donc les réformes à faire et rapidement qu'on puisse mettre sur pied donc un test qui va aller à l'Assemblée nationale pour que les réformes constitutionnelles soient adoptées. Après, il y aura les réformes institutionnelles, notamment avec donc on a parlé déjà de la CENI, en plus de la CENI à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qu'il faut revoir, et puis maintenant le renforcement de tout le processus électoral, qui est un grand lot, le renforcement de tout le processus électoral qu'il faut prendre en passant par le recensement électoral, en allant donc vers les observateurs, l'arrivée des observateurs crédibles, en passant par la CENI et tout ce démembrement, ce qu'il faut faire au niveau des bureaux de vote, etc., pour que nous puissions sortir donc de cette crise. C'est ça. Que dire en fin d'émission, un dernier mot pour clore cet entretien? Non, moi je crois que malgré les difficultés apparentes que nous avons, j'ai la ferme conviction que les problèmes vont se résoudre très bientôt dans notre pays. Et les institutions, les vraies institutions seront mises en place en accord avec le parti au pouvoir. Je crois qu'on va finir par s'entendre et que les choses pourront très vite évoluer dans ce pays. C'est vrai que... Donc il y a de l'espoir, c'est ça? J'ai toujours cet espoir-là. J'ai toujours cet espoir que les choses vont évoluer dans notre pays. C'est vrai que quand vous regardez les choses, quand vous observez, on a l'impression qu'UNIR est toujours très fermé. UNIR est toujours très fermé. UNIR ne veut pas que les choses évoluent, mais j'ai toujours cet espoir que les choses évoluent. Merci. C'est avec cette note d'espoir que se referme cet entretien. Merci à vous d'avoir passé votre temps à nous décrypter cette actualité. Merci à vous également, téléspectateurs, d'avoir suivi ce temps de réflexion. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, docteur.